Bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Pascal Pierrot, je suis Senior Account Manager chez Ipanema Technologies. Je reviendrai sur Ipanema Technologies un petit peu après. Ça fait globalement 15-20 ans que je travaille dans le domaine des nouvelles technologies. J'ai travaillé pour des intégrateurs, j'ai travaillé pour des éditeurs essentiellement américains, mais vous verrez qu'Ipanema Technologies est une société française. Donc c'est une première pour moi et jusqu'à présent j'en suis plutôt satisfait. Avant de rentrer sur la présentation proprement dite, je vous propose de regarder une petite vidéo qui va vous donner un aperçu de à quoi sert Ipanema quand on intervient à la fois dans des organismes publics ou des entreprises privées. On va juste lancer la petite vidéo. As an IT manager, you have to deal with the increasing complexity of your network every day. There are always more users, more applications, new collaborative methods like voice over IP, video chat, instant messaging and videos. And don't forget the explosion of internet, where private and business uses are becoming more and more blended. You no longer have visibility on who is using which applications and for which performance. The haphazard development of some applications exacerbates this phenomenon. You completely lose control of your network and the applications using it. As a result, the users complain. With Ipanema Technologies, you regain control of your network and application performance. Nothing escapes you. Each application is clearly identified and its performance objective is defined to automatically adapt to your company's business priorities. As a result, users are satisfied. Your network can now support the new usages and the increasing number of users and applications. The performance of your applications is guaranteed and your investments are under control. Thanks to you, your enterprise improves its productivity. You'll never have to worry about dealing with future changes to your IT system. Ipanema Technologies makes you agile and improves the efficiency of your company. J'espère que au niveau de l'anglais, c'était pas trop compliqué. Tout le monde a compris l'essentiel. Bon. On va y arriver. J'ai perdu la souris. Non, il n'est pas... Ça doit être bon. Quelques questions, si vous le voulez bien. Est-ce que vous pouvez me dire ce que fait Ipanema? Est-ce qu'à travers cette vidéo, un petit test, vous avez compris à quoi on sert et à qui on s'adresse au sein de l'entreprise? Allez-y, hein, il n'y a rien à perdre, rien à gagner, donc n'hésitez pas. Une interface entre l'IT sur site et son réseau pour lui proposer des outils qui simplifient la gestion. Oui, il y a un peu de ça, tout à fait. On est vraiment sur la partie réseau, hein. On ne va pas être ailleurs, on va être une technologie qui va s'implémenter sur le réseau d'entreprise. Et après, vous avez compris à quoi on sert, parce que ça, c'est en gros où on est, où on se positionne. Mais vous avez compris un petit peu quel est l'objectif des technologies Ipanema à travers cette vidéo ou pas? Dites-moi, hein, c'est... Oui, l'argent est le nerf de la guerre, comme disait Cicéron. Tout à fait. Donc effectivement, c'est une composante importante, pouvoir aider nos clients à faire des économies sur le fonctionnement de leur réseau. Tout à fait. D'autres idées? Allez-y. Bon, c'est pas grave. On va revenir dans le détail, vous allez voir. En fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que dans une grande organisation, il y a une très grande diversité de façons d'utiliser le réseau. Dans une grande organisation, vous n'avez pas une application, mais vous avez tout un ensemble d'applications qui vont avoir des principes de fonctionnement différents. La vidéo, la voix, ce sont des classes temps réel, typiquement. En revanche, le mail, le transfert de fichiers, là, on n'est pas sur du temps réel. Donc, les flux qui vont transiter sur le réseau vont avoir des comportements différents. Et donc, il va falloir les gérer de manière adaptée. D'accord? Et c'est là où Ipanema va rentrer en scène. On reviendra encore une fois dans le détail un petit peu plus tard, donc je ne vais pas déflorer le sujet. Avant de rentrer sur la présentation d'Ipanema Technologies proprement dite,
je voudrais qu'on partage ensemble un certain nombre de données, d'informations qui bouleversent la façon dont on consomme le réseau aujourd'hui dans une organisation. Ça peut être une école, mais ça peut être aussi une grande société ou une organisation publique. En fait, ce qu'on constate, c'est que avec les évolutions récentes, le réseau devient un élément essentiel au bon fonctionnement d'une activité, de l'activité de l'organisation. Donc il y a une vraie relation entre la qualité, la performance du réseau et la performance de l'activité, des utilisateurs qui vont être plus productifs, qui vont pouvoir répondre plus rapidement aux clients, délivrer la bonne information au bon moment et au bon endroit. Donc les sujets, il y en a pléthore. Les besoins métiers vont être divers et variés et pas forcément prévisibles. Quand vous avez deux sociétés qui fusionnent, on le sait au dernier moment. Et a fortiori, les équipes informatiques, du jour au lendemain, doivent s'adapter à cette nouvelle donne. Et ça, évidemment, ce changement, cette incertitude quant à l'avenir, rend difficile le fait de prévoir, d'anticiper et donc de tailler, en quelque sorte, le système d'information, le réseau, de façon, je dirais, pertinente au regard des besoins des utilisateurs. Et ça évolue sans cesse. Ça évolue tout le temps. Ça évolue tous les jours. Il y a évidemment des nouveaux projets qui sont très gourmands et qu'il faut donc appréhender de façon professionnelle. Je pense par exemple aux applications décisionnelles. On évoquera la notion de big data tout à l'heure. Le big data a évidemment un impact fort sur la façon dont on va utiliser le réseau. Il y a aussi, ça apparaît pas là, moi je l'ai, mais par contre vous ne l'avez pas. Voilà. Il y a aussi des tas de nouveaux projets dont on entend parler dans la presse, dans les médias. On vous parle de cloud, on vous parle de communication unifiée, on vous parle de security as a service, de mobilité, de le BIOD, hein, c'est quand vous amenez votre poste de travail sur votre lieu de travail, enfin votre poste informatique sur votre lieu de travail. Et puis évidemment, l'explosion de la volumétrie de données qui aujourd'hui a un impact non négligeable sur les systèmes d'information, quels qu'ils soient. Voilà. Oui, ici, si malheureusement votre réseau, votre système d'information n'est pas performant, qu'est-ce qui se passe? Vous perdez des clients. Vous avez des utilisateurs qui sont moins efficaces, moins productifs. Et ça coûte de l'argent. Et puis, vos partenaires, s'ils veulent travailler avec vous et qu'ils n'arrivent pas à avoir les informations correctement, là aussi, ils vont un peu s'épuiser, ils vont perdre du temps, de l'énergie. À un moment donné, ça va mettre en péril les relations que vous avez pu développer avec eux par ailleurs. Donc, le réseau n'est pas forcément un élément central du business, mais c'est un élément incontournable. Il faut bien vraiment avoir ça en tête. Et donc, faire en sorte qu'il fonctionne bien, c'est stratégique pour beaucoup d'entreprises. Un autre phénomène, c'est l'accroissement exponentiel des données. Quand j'ai commencé à l'informatique, mon ordinateur, il avait une capacité de 120 mégas. C'était une bête de course. Aujourd'hui, 120 mégas, même pas je regarde. Mon téléphone, il fait 10 fois plus. Donc on commence à manipuler, je dirais, de façon quotidienne, les notions de mégas, de gigas. Et puis, plus ça va aller, et plus on va parler de téra, puis de péta, puis d'hexa, de zeta et de yottabyte. Hein, et il y en a encore au-dessus, mais déjà le yottabyte, c'est pas mal. Puisque c'est 10 puissance 24 le yottabyte. Alors ça c'est bien, mais regardez un petit peu l'évolution des données. On avait quelques dizaines de téra, puis ensuite on est passé à... Oh, ça m'échappe. Et aujourd'hui, on est à l'exabyte et bientôt, on va, d'ici 2015-2020, on va carrément faire exploser la quantité de données qui est produite par le monde entier. C'est EMC qui disait qu'en fait, on est capable de stocker à peu près 10% des informations qu'on produit chaque année. C'est-à-dire que l'ensemble des capacités de stockage du monde entier ne sont capables de stocker que 10% des données qu'on produit sur un an. D'accord ? Donc, il y a beaucoup de données qui sont détruites, qui ont une durée de vie extrêmement faible, mais néanmoins, on voit bien que cet accroissement des données bouleverse aujourd'hui les systèmes d'information des entreprises, des organisations publiques.
Alors ça, c'est une information que vous pouvez trouver sur Internet, sur le site archive.org, qui évalue la taille d'une page web au jour le jour. Alors j'ai fait l'exercice, vous voyez, en mars 2011, une page web, en moyenne, pesait 742 kilobits. J'ai refait l'exercice hier, on est à 1,6 méga. Et ça, c'est une constante. Chaque jour, ou presque, une page web est de plus en plus lourde. Donc à capacité égale, avec votre ligne ADSL, plus ça va aller et plus ça a intérêt à être capacitif parce qu'à un moment donné, vous allez avoir du mal à naviguer. On ne parle même pas de vidéo, je ne parle pas de YouTube ou de choses comme ça. Là, on est sur une page statique. Une page web statique, elle est aujourd'hui de plus d'1,6 méga. Et ça, vous voyez, ça augmente en permanence. Donc ça aussi, ça crée du stress sur les réseaux, ça crée du stress sur les systèmes d'information. Autre phénomène qui a peut-être un peu plus d'impact encore vis-à-vis du métier d'Ipanema, c'est les communications unifiées. Là, par exemple, la conférence est enregistrée avec Lync. Lync, c'est l'outil de communication unifiée de Microsoft, je ne vous présente pas. Il y en a d'autres sur le marché, bien évidemment. Et aujourd'hui, de plus en plus d'organisations mettent en place ce genre de technologie. C'est loin d'être évident, parce que globalement, dans une organisation, on vous alloue en moyenne 100 kilobits seconde par utilisateur. Le moindre flux vidéo, c'est 4 fois plus que ça. Donc là, on sent bien qu'à un moment donné, si tout le monde commence à utiliser la vidéo sur Lync, le réseau ne va pas tenir le choc. Voilà. C'est dommage, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est une vraie difficulté. Néanmoins, il y a des entreprises qui veulent, évidemment, permettre à leurs collaborateurs d'utiliser la vidéo, parce que ça a un vrai impact, par exemple, sur les coûts de transport. Si je peux faire une visioconférence avec mes différents interlocuteurs qui sont aux 4 coins de la planète, je n'ai pas besoin de prendre l'avion et d'aller les rencontrer physiquement. C'est plus efficace et ça coûte beaucoup moins cher à l'entreprise. Donc ça a tendance à se généraliser de plus en plus. Autre chose qu'apportent les communications unifiées, et ce n'est pas forcément visible ici, c'est que le partage d'écran aussi est très gourmand en termes de bande passante, et beaucoup de directions informatiques freinent aujourd'hui pour mettre en place ce type de technologie. Ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que d'un côté, vous avez des technologies comme Lync qui sont extrêmement performantes, qui vous permettent de faire beaucoup de choses, mais que les directions informatiques des entreprises hésitent à les mettre en œuvre ou à ouvrir l'intégralité des fonctions, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas en mesure, quelque part, de permettre aux utilisateurs de les utiliser correctement. Ou alors, ça mettrait en péril l'utilisation d'autres applications qui sont aussi très importantes pour l'entreprise. On parlait du big data, on n'en parlait pas il y a 2 ans. Aujourd'hui, on parle de ça. Voilà le nombre d'articles, par exemple, qui ont pu évoquer le phénomène sur la dernière année, enfin sur l'année dernière. C'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui prend une ampleur colossale. Avant de travailler chez Ipanema, je travaillais chez Symantec. On a lancé à travers la gamme Norton un produit qui permettait à des utilisateurs Norton de pouvoir stocker dans le nuage des informations. En 3 mois, les utilisateurs Norton ont stocké 40 pétas de données. En 3 mois. Et c'est que les utilisateurs Norton, et c'est qu'une petite partie des utilisateurs Norton. En fait, aujourd'hui, ils ont largement dépassé les 500 pétas de données en 2 ans et demi de fonctionnement du système. Voilà. Et là, encore une fois, c'est qu'une petite partie de la population, et c'est pas tous les clients Norton. Imaginez si demain, on décide de tout stocker dans le nuage. En plus de stocker, aujourd'hui, on stocke essentiellement sur nos disques durs de nos ordinateurs. Demain, et de plus en plus, on va aller stocker ça dans le nuage. Alors évidemment, un Google construit des infrastructures colossales, un Amazon aussi, c'est des sociétés qui dépassent le 1 million de serveurs, déjà, et qui stockent de plus en plus, mais la façon dont on manipule ces données et comment on les fait transiter sur le réseau vont poser problème parce qu'on est encore une fois, sur des échelles exponentielles. J'avais cru qu'il y avait une question. Ah oui, j'ai quitté l'entreprise il y a 2 ans, donc j'avoue ne plus savoir. Ça a explosé, oui. Oui. Bah, c'est compris dans l'abonnement et en fait derrière c'est stocké chez Amazon, parce que Symantec n'avait pas ces capacités-là. Mais effectivement, à un moment, ça a tellement bien marché, si j'ose dire, qu'effectivement ça peut poser des problèmes de stockage.
Vous l'avez compris, avec les applications dans le nuage, avec les communications unifiées, avec des tas d'autres applications qu'on voit apparaître sur le marché, l'ancienne architecture, on va dire un peu de client-serveur, où j'avais des data centers, alors ça c'était le gros phénomène des années 90, où on déprovisionnait les serveurs physiques qu'il y avait dans les agences, dans les sites distants, et on mettait tout ça dans des data centers. Avec la virtualisation des serveurs, ça s'est développé, et c'est pour ça qu'un VMware typiquement a explosé, hein, parce que toutes ces entreprises, toutes les organisations ont décidé de consolider les serveurs au niveau de data center pour les gérer de façon plus efficace, et parce que le réseau était plus performant. Néanmoins, avec, encore une fois, l'application, enfin, l'apparition du cloud et ce genre de choses-là, on explose cette notion de data center. Le système d'information, il est plus centralisé dans un ou deux entrepôts de données, il est quelque part éclaté. Il peut arriver à la fois de ce type de data center, mais aussi de data center public, hein, le cloud, et les communications unifiées vont aussi un peu transformer la façon dont on consomme le réseau. Donc en fait, avant, le hub, c'était le data center. Aujourd'hui, le hub, c'est vous, c'est nous, c'est l'utilisateur. Et donc, cet utilisateur, il va, excusez-moi, il va aller utiliser des applications à la fois professionnelles ou non professionnelles. Typiquement sur YouTube, quand YouTube, c'est pas une application professionnelle, sauf pour le département marketing ou la communication. Parce que eux, pour eux, c'est un outil de communication, de relation avec leurs clients ou partenaires. Donc eux vont considérer que c'est un outil métier. Par contre, si vous ne travaillez pas dans la com ou dans le marketing, peut-être que YouTube, ça ne va pas être un outil métier. Hein, on s'en doute bien. Néanmoins, moi j'utilise un outil de CRM qui s'appelle Salesforce. Il n'est pas chez Ipanema. Il est dans le nuage. Les données sont stockées dans le nuage. Et moi, j'ai juste une interface web et je me connecte et je travaille sur cet outil. Voilà, de façon naturelle, où que je sois d'ailleurs. C'est aussi ça l'intérêt de ce type de technologie. J'ai parlé des communications unifiées, ça a vraiment tendance à se développer fortement dans les entreprises. Et puis évidemment, reste des choses qu'on connaît bien, que sont les data centers privés dans lesquels on va héberger ces applications et ces données. Alors, j'imagine que tout le monde connaît la société Velux. Alors, ils ne fabriquent pas des tapis, mais évidemment des fenêtres, tout type de fenêtres. C'est une société extrêmement performante. Et ce qui est amusant, c'est d'entendre ce que dit le directeur informatique de Velux, c'est que le réseau est devenu quasiment le composant le plus essentiel de leur système d'information. Le DSI de Velux est persuadé que sans réseau, point de salut. Et il n'a pas tort. Il n'a pas tort parce que c'est une entreprise mondiale qui travaille de façon très intégrée avec ses partenaires. Je ne sais pas si vous connaissez les notions comme le juste à temps en termes de production industrielle. Il faut que ça soit réglé comme du papier à musique. Les composants qui arrivent sur les chaînes de montage de Velux, elles arrivent la seconde avant d'être montées, quoi. Hein, on est vraiment sur du flux tendu. Et donc là, on voit bien qu'il y a des échanges de données informatiques permanentes et que ça, il faut que ça, encore une fois, que ça tourne comme une horloge. Donc le réseau est une composante essentielle. Et quel que soit le secteur d'activité, c'est un exemple, le réseau va être un élément essentiel du bon fonctionnement de votre activité. Alors là, c'était quelques notions pour balayer le sujet, pour qu'on partage un certain nombre d'informations ensemble. Avant de rentrer sur vraiment la présentation d'Ipanema, j'aimerais savoir si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit, parce que vous n'êtes pas obligé de me croire. Même si j'ai de bons arguments, vous n'êtes pas obligé de me croire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire. On a le temps, hein. On peut le faire. Non? Tout le monde veut savoir ce que fait Ipanema? D'accord. Pour ce qui est au niveau des navigateurs, vous disiez, Oui. j'appelle de plus en plus lourd, Oui. des systèmes de cache qui se mettent en place qui permettent de limiter justement. Tout à fait. Tout à fait. Il y a des mécanismes qui permettent, oui, de gérer ce genre de phénomène. Oui, oui, tout à fait. Mais là aussi, le cache a ses limites. Hein, donc, bon, même s'ils sont de plus en plus profonds, mais effectivement, il y a des mécanismes qui permettent, et Ipanema aussi en propose, qui vont permettre de cacher un petit peu cette situation-là. Mais c'est une constante. Vous êtes peut-être un peu jeune, mais moi, quand j'avais mon premier modem à 128K et que je voulais me connecter, je vous parle de ça en 98, déjà on comptait les minutes. Hein. C'est-à-dire pour afficher une page, parfois ça prenait 1 minute 30, 2 minutes.
Et puis comme la facturation était à la minute ou à la seconde, une fois qu'on avait affiché la page, on débranchait le modem. Aujourd'hui, mon ordinateur, il est allumé du matin au soir. Hein. Et je suis sur de la fibre, j'ai 40 mégas de débit. Donc je peux regarder le Tour de France en live, j'ai pas de problème. Donc on voit bien qu'il y a eu une évolution forte, à la fois de ce que je peux accéder, hein, les informations qui sont disponibles sur le web, mais aussi mon réseau qui me permet de pouvoir visualiser une vidéo ou regarder, oui, en live le Tour de France ou autre, peu importe. Aujourd'hui, j'ai plus les mêmes barrières qu'il y a encore 15 ans. Je vous parle de la préhistoire, je suis désolé. Alors, Ipanema Technologies. On est une société qui s'est qui s'est créée en 98. Les trois fondateurs sont toujours aux commandes. Ils ont travaillé essentiellement dans le domaine des télécoms, chez Alcatel, chez Cisco, pour pas les citer. Et ils ont eu une idée assez géniale à la fin des années 90. C'est de mettre au point un système qui permet, comme je vous le disais tout à l'heure, de gérer le chaos à l'intérieur des tuyaux. Parce qu'en fait, c'est le chaos, c'est la guerre. Les flux entre eux se disputent la bande passante disponible et certains ont tendance à gagner par rapport à d'autres. Donc il fallait gérer un petit peu ces conflits de façon structurée et de façon, je dirais, efficace. Je reviendrai un peu dans le détail par derrière, donc je vais pas tout expliquer aujourd'hui. On a déposé un certain nombre de brevets, on a déposé des marques et on a commencé à essayer de vendre la technologie. Le premier produit, qui s'appelle Autonomic Networking System, est sorti en 2001. Et puis, au-delà de la mise à disposition de cette technologie sur le marché, on s'est développé à l'international. On a ouvert l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord. Dans notre domaine, les États-Unis, c'est la moitié du marché mondial. La moitié du marché mondial. Sur un marché d'1 milliard de dollars, il y a 500 millions de dollars qui sont faits rien que sur le territoire des États-Unis. Donc ils sont beaucoup plus équipés et beaucoup plus en avance sur ce type de technologie que nous. On est néanmoins une société innovante. C'est reconnu par le marché. Je ne sais pas si vous connaissez le Gartner, qui est un cabinet d'analyste assez réputé dans le domaine des nouvelles technologies. Et vous avez globalement les leaders, les visionnaires, les suiveurs, hein, les challengers, et puis ceux qui sont sur une technologie qui sont un peu dépositionnés par rapport au marché. On n'est pas un leader parce que, en termes de chiffre d'affaires vis-à-vis de nos concurrents américains, on n'est pas assez gros. Néanmoins, en termes d'innovation, on est un des leaders, clairement. On a tendance à évangéliser le marché et à apporter des solutions que n'ont pas nos concurrents aujourd'hui. Ça ne nous permet pas non plus d'exploser en termes de chiffre d'affaires, mais ça nous permet quand même de gagner de très beaux projets. J'en citais tout à l'heure à table, on a gagné des projets au niveau mondial, hein, je parle, comme Unilever, Nokia. Halliburton, vous connaissez peut-être pas, mais c'est le logisticien de l'armée américaine. Partout où est l'armée américaine, vous avez des camps à Halliburton. Donc on est présent en Afghanistan, en Irak, enfin des jolis pays à visiter. On a depuis l'origine travaillé avec les opérateurs télécoms. Les opérateurs télécoms sont en première ligne quand on parle évidemment réseau. C'est eux qui fournissent la bande passante auprès de leurs clients à travers des contrats, ça vous le savez bien. Mais ils vont aussi proposer des services à valeur ajoutée. Donc on a construit avec ces partenaires, et vous voyez il y en a pas mal quand même, et pas des moindres, on a construit deux offres. Une offre de service managé. Là, quand vous louez votre ligne, vous allez cocher la carte Network Boost chez OBS, et vous allez avoir une bande passante à la fois disponible, mais gérée. Supervisée et gérée. Donc là, on voit bien qu'on a un niveau au-dessus. C'est pas simplement vous mettre à disposition une ligne de 10 mégas. C'est vous dire, cette ligne de 10 mégas, je vais la gérer. Je vais gérer ce qui se passe à l'intérieur. Hein. Donc ça, on le fait avec ces opérateurs télécoms. On le fait aussi avec des intégrateurs. Et puis, ils proposent aussi nos technologies, surtout pour les grandes organisations, sous forme de projets. C'est-à-dire que le client achète la technologie, l'opérateur ou l'intégrateur l'implémente, et après le client l'opère. Enfin là, il y a plusieurs modèles, il y a tout type de modèles. Alors on a gagné, on est une petite société, on fait à peu près 30-40 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est 150-200 personnes. On est présent en termes de R&D en France, on est à Fontenay-aux-Roses, hein, le siège est à Fontenay-aux-Roses. Et voilà quelques de nos références sur 2012.
Donc vous voyez, c'est que des PME, c'est que des sociétés qui sont que sur le marché français, et elles ont des problématiques très simples à adresser. En fait, on a une part de marché au niveau mondial, bon, elle a un peu évolué parce qu'on grignote chaque année, mais on est à moins de 10% de part de marché, et en fait, sur les très grandes organisations, on a 40% de part de marché. Parce que plus c'est complexe, et plus on arrive à faire la différence. Donc typiquement, la CNAM TS dont je m'occupe, c'est 2000 sites répartis sur tout le territoire, hein, c'est la sécurité sociale. C'est 50 000 personnes qui travaillent au quotidien, et avec une certaine complexité, il y a plus de 1500 applications hein, qui transitent sur le réseau, des applications de type web, des applications clients légers, clients lourds, du transactionnel, du temps réel. Bon, c'est la totale. Donc ça, effectivement, ils ont besoin d'y voir un petit peu clair sur ce qui se passe au niveau de leur réseau. Vous voyez qu'on est essentiellement une société de dimension européenne, mais néanmoins, on a une croissance à 3 chiffres sur les États-Unis. Les États-Unis sont en train de comprendre un petit peu à quoi sert une technologie comme Ipanema. Alors, c'est pas évident de travailler sur les États-Unis parce qu'ils ont une approche qui est un peu différente de la nôtre. Aux États-Unis, quand vous avez un problème, vous cherchez une solution. C'est simple, c'est efficace et ça marche bien. Mais si vous arrivez en leur disant « j'ai la réponse à votre question, mais regardez, je peux faire encore plus que ça », essayez d'élever le débat, d'avoir une approche solution plutôt qu'une approche produit. Je parle un peu commerce, mais bon, c'est deux approches différentes. Ils ont du mal. Ils ont du mal. Ils sont vraiment dans une approche best of breed. J'achète la meilleure technologie qui réponde le mieux à ma problématique. Mais essayer d'élever le débat et avoir une solution qui adresse plusieurs problématiques à la fois, ils ont du mal. Voilà. Et c'est pas tout à fait notre approche. Par contre, c'est l'approche de nos concurrents essentiellement américains. Ce midi, je parlais de la DGAC, je vais reprendre l'exemple si vous me permettez. La DGAC, c'est la Direction Générale de l'Aviation Civile. C'est eux qui contrôlent toutes les compagnies aériennes. Elles doivent répondre à un cahier des charges en termes de sécurité, de formation du personnel. C'est eux qui forment aussi les contrôleurs aériens et qui surveillent le travail de ces contrôleurs aériens, etc., etc. Ils éditent les normes que les avions doivent respecter, etc. Donc il y a plusieurs directions métiers. Et souvent dans le secteur public, ce qui est assez amusant, c'est que la direction informatique n'est pas considérée comme une direction, mais juste comme un service. Et donc, ces directions métiers avaient leurs propres équipes informatiques et lançaient des projets applicatifs. Ils développaient des applications métiers dont ils avaient besoin pour faire leur métier. Là-dessus, rien de choquant. Mais ils ne tenaient pas forcément au courant le service informatique. Et ils n'étaient jamais contents de la qualité du réseau. Ils disaient ça marche pas, c'est pas performant, ça plombe tout le temps, etc., etc. Et donc, le directeur informatique, à un moment donné, face à cette situation, à l'approche du renouvellement de son nouveau marché réseau, il a dit on va faire un petit audit réseau, on va voir ce qui se passe. Puisque personne n'est content de la qualité du réseau, on va regarder ce qui se passe. Et donc, une société est missionnée, et cette société, qui était un partenaire Ipanema, utilise nos technologies pour faire cet audit réseau. Vous savez combien d'applications métiers le service informatique a découvert à travers cet audit? Des applications métiers, hein, pas du surf récréatif sur des sites, voilà, sur du Facebook. Quoi. Non, des applications métiers, des applications qui sont utilisées tous les jours par des collaborateurs de la DGAC. Allez, dites-moi un chiffre, lancez-vous. 100. Qui dit plus, qui dit moins? 200. Allez, le juste prix, je cherche le juste prix. C'est tout, 200? Bah allez-y, lancez-vous. Ah, et plus alors. Ça doit être quelques milliers de personnes. Je n'ai pas le chiffre en tête. Et le ratio d'applications salariés, pour ça, il faudrait que je connaisse le nombre d'employés. Non, mais un employé il utilise au quotidien une dizaine d'applications. Après, ça dépend s'il a un travail bureautique ou... Bon. Voilà. 200, c'est pas assez. Vous êtes encore assez loin du chiffre. Non, quand même. Un petit peu moins. Voilà, 500 applications. 500 applications métiers qui n'étaient pas connues du service informatique. Comment voulez-vous tailler un réseau si vous ne savez pas ce qui passe dedans ou dessus, peu importe. Donc évidemment, ils étaient dans le brouillard, un peu aveugles, et donc incapables, en gros, de tailler un réseau qui réponde aux besoins de ces directions métiers. Hein. Leurs applications, elles étaient légitimes, hein, ce n'était pas le problème, encore une fois, mais juste qu'on ne pouvait pas les utiliser correctement parce que le réseau, il n'était pas adapté. Je vais vous donner un autre exemple sur un client que vous connaissez sûrement, c'est l'Institut géographique national.
Alors, ils ne sont pas encore clients, ils vont l'être là dans quelques jours. On est allé les voir et l'IGN utilise une application qui s'appelle Géoportail. Vous savez, l'IGN travaille sur la création des cartes. Hein. Les cartes géographiques, on utilise, voilà. Après, bon, ça fait des cartes routières, ça fait des tas de choses. Et quand ils sont répartis sur plusieurs sites sur le territoire français. Et donc, ils travaillent ensemble. Vous avez un groupe de travail qui manipule la même carte en même temps. Vous voyez, il y a une sorte de partage de l'écran et donc ils travaillent en même temps et c'est extrêmement gourmand en termes de bande passante parce que c'est des images, un peu comme des images, mais extrêmement grosses. Et donc chaque fois que je la bouge, c'est des quantités de données, des mégas de données qui passent sur le réseau. Et là où est implanté l'IGN, il y a sur certains sites, ils ne peuvent pas augmenter la bande passante. Ils sont limités à 10 mégas, ils ne pourront pas avoir plus. Ou alors ça coûte tellement cher que c'est même pas la peine d'en parler. Donc ils cherchaient évidemment un moyen d'améliorer la situation avec des technologies comme celle que propose Ipanema. Cette application Géoportail, ils ne pouvaient plus l'utiliser. Sur certains sites, ils ne pouvaient pas l'utiliser. On est arrivé et aujourd'hui, ils l'utilisent comme ils devraient l'utiliser. Ils sont tellement contents qu'en fait, ils vont nous aider à aller voir d'autres utilisateurs de cette application pour, en fait, vendre le système. J'aurais même plus besoin de le vendre. C'est l'IGN qui va le vendre pour moi. Donc ça, c'est idéal. Mais vous voyez bien, Géoportail, c'est une application stratégique pour l'IGN. C'est comme ça qu'ils construisent les cartes. Ils ne pouvaient pas l'utiliser dans certains sites. Donc, limite, l'utilisateur, il sert à rien, quoi. Voilà. Pourquoi avoir des gens s'ils ne peuvent pas travailler correctement? Grâce à nos technologies aujourd'hui, ils arrivent à travailler correctement. Et vous avez fait quoi? Ah, je vais venir. Ah. Si vous voulez, mon rôle, c'est de dire à quoi ça sert, pas comment ça marche. J'ai des spécialistes techniques qui savent très bien expliquer comment ça marche. Moi, mon rôle, c'est de dire à quoi ça sert. En gros, quels sont les bénéfices que vous pouvez retirer de ce type de technologie. Bon, on pourra parler du comment ça marche, mais... oui, mais je vais y venir. En fait, vous l'avez compris, il y a une diversité de situations, de projets, d'événements au sein d'une organisation, publique ou privée, qui font que le monde change en permanence. Et que les équipes informatiques, et en particulier les équipes réseau, puisque c'est nos interlocuteurs, doivent gérer cette incertitude, ces mouvements perpétuels, c'est terrible. Et plus vous êtes dans une grande organisation, et moins vous maîtrisez les choses en fin de compte. Donc il est absolument nécessaire d'avoir comme ça des technologies qui vous permettent de garantir la performance de vos applications. Parce que c'est directement lié à la productivité de l'utilisateur et à la rentabilité de votre activité. Une activité qui n'est pas rentable, elle disparaît. On le sait bien. Hein. Une société, si elle ne gagne pas d'argent par rapport à une activité, elle va s'en séparer. Hein. Elle va l'arrêter ou elle va la vendre. Voilà. Donc ça, c'est fondamental. Et évidemment, la crise est là hein, depuis plusieurs années. Les budgets ont plutôt tendance à être de moins en moins gros. Donc il faut faire plus avec moins. Alors, comment ça marche? À quoi ça sert? Notre offre va adresser 3 problématiques fonctionnelles. Le premier, c'est voir ce qui se passe. Il y a un adage qui dit on ne gère bien que ce que l'on connaît bien. Vous avez déjà entendu parler de supervision technique, supervision applicative. Nous, on va être plutôt sur la supervision applicative, et supervision applicative sur le réseau. Hein. Donc c'est ça qu'on va regarder. Je vais vous dire sur un site donné quelles sont les applications qui ont été consommées, quand, comment, etc. Et quel est le niveau de performance de cette application. Est-ce qu'elle fonctionne bien vis-à-vis de l'utilisateur ou pas? Ça, c'est la première chose. Quand vous avez un problème de performance dans une entreprise, on dit toujours que c'est le réseau qui déconne. C'est jamais le reste, c'est toujours le réseau. Mais dans 99% des cas, moi j'y croyais pas avant, mais je vous garantis. C'est toujours le réseau qui est pas bon. C'est vrai, mais pas toujours. Avec ce module de visibilité ou de supervision, on va être capable de communiquer simplement auprès de non-spécialistes. Un directeur marketing qui lance une campagne sur le web, il faut que ça marche, il veut que ça dépote. Vente privée, quand ils ont des grosses ventes où ils ont 400 000 connexions simultanées, il faut que ça marche. Hein. Bon. Et quand ça marche pas, il faut leur dire pourquoi. Et avec un langage qu'ils comprennent. Hein. Si je leur parle de métriques techniques, franchement, ils ne sauront pas de quoi on leur parle. Donc ça, c'est le premier point qu'on va adresser. Mais là,
vous l'avez bien compris, c'est du passif. La supervision, je regarde, mais je ne prends pas la main sur le réseau. Il n'y a pas d'action. Hein. Ça reste juste un outil de communication. Là, on va commencer à faire des choses. Là, on va commencer à prendre le contrôle sur les événements. C'est-à-dire que là, on va définir de quoi une application a besoin pour bien fonctionner. Hein. La bande passante dont elle a besoin pour bien fonctionner. Typiquement, je vais prendre deux codecs, le G711, le G729, le G711, oui, c'est, je crois, 60 kilobits seconde, et le 729, c'est 11 kilobits seconde. Il y en a un qui est moins stable que l'autre, mais bon, peu importe. La qualité de la voix aussi n'est pas la même. Et voilà, je vais tailler, je vais réserver en permanence mes 60 kilobits seconde pour ma téléphonie. Et puis ma visio, c'est 400 kilobits seconde, je vais lui garantir ces 400 kilobits seconde. Mon ERP, c'est 50 kilobits seconde, il aura toujours ces 50 kilobits seconde par session. C'est important. Voilà. Donc c'est là où on va l'organiser. Et en fait, on a un système extrêmement réactif, et c'est ça qui fait notre différence, c'est là-dessus qu'on a nos brevets les plus stratégiques, c'est qu'on va faire ça de façon globale. On est les seuls à faire ça de façon globale. Imaginez 1500 applications, 2000 sites, autant dire que des cas de figure, il y en a plein, et puis ça change en permanence. Et bien, toutes les secondes, on va prendre des décisions en fonction de ce qu'on voit et en fonction des objectifs qu'on aura définis. Hein. Aucun être humain et même une équipe ne pourrait être aussi réactive et aussi pertinente que le système. C'est ça l'intérêt quand même des nouvelles technologies. Voilà, c'est de pouvoir industrialiser certains process et là clairement on va le faire. Un autre phénomène aussi qu'on voit, c'est l'explosion du surf récréatif. La direction des impôts est l'un de nos clients. Dans la charte utilisateur, il est marqué noir sur blanc qu'il est interdit de faire du streaming vidéo. En gros, je ne peux pas regarder la télé sur mon ordinateur ou écouter la radio, puisque ça se fait beaucoup. C'est marqué noir sur blanc. Mais l'utilisateur, ils ont beau avoir lu la charte, l'avoir signée, c'est pas pour autant que au mois de juillet, quand il y a le Tour de France, vous allez voir des pics absolument incroyables. On a signé un conseil général, alors plutôt dans l'est de la France, le web récréatif, ça pouvait représenter 80% de la bande passante. Et après, vous avez des utilisateurs qui vous appellent et disent ça marche pas. Oui, mais t'es sur quoi là? Et si vous n'avez pas un outil qui vous permet de voir que l'essentiel de la bande passante est mangé parce que voilà, il y a un téléchargement ou il y a quelque chose de pas métier, vous dites bah oui, le site RAM, il faut augmenter la bande passante, donc vous allez aller voir votre opérateur télécom, faire upgrader les liens, et ça vous coûte de l'argent. Alors vous n'avez pas forcément besoin. Donc là, on va pouvoir gérer la bande passante. Alors le but, c'est pas empêcher, j'ai un lien qui fait, je sais pas moi, 100 mégas, typiquement le ministère de l'Agriculture, vous avez un lien à 100 mégas. Jusqu'à 8 heures du matin, le lien il n'est pas utilisé. Il n'y a personne, il n'y a pas d'utilisateur, tout va bien. Si moi j'arrive à 7h45 et je veux faire je sais pas, regarder du YouTube, une vidéo bien lourde, quelque part, je peux tout prendre. Je suis tout seul. Voilà. Ça, c'est un cas idéal. Seulement, c'est rarement comme ça. Ce qui arrive au ministère de l'Agriculture, c'est qu'ils ont deux sites. Ils ont Varennes d'un côté et ils ont Vaugirard de l'autre. D'accord? C'est deux grands centres de données, il y a 4000 personnes réparties sur les deux sites. Et ce qui se fait classiquement, c'est que le week-end, ils font des full backup. C'est-à-dire ils font une sauvegarde et ils envoient l'image de cette sauvegarde de Varennes sur Vaugirard réciproquement. Ils font des sauvegardes croisées. Et ça, les flux de sauvegarde, c'est extrêmement volumineux, c'est extrêmement gourmand. Donc jusqu'à 8 heures du matin, en fait, il utilise ce flux de sauvegarde 99% de la bande passante. Le lundi matin. Et régulièrement, le lundi matin à 8 heures, il n'est pas fini. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, ce flux de sauvegarde, progressivement, il fait ça. D'accord? Et puis on arrive à midi, les utilisateurs vont déjeuner, et donc il y a la bande passante à nouveau disponible. Donc ce flux de sauvegarde, il prend la bande passante disponible. Et puis, à 14h, il rebaisse. Parce que les utilisateurs reviennent, ils ont à nouveau besoin d'accéder aux applications, et donc ils consomment une partie de la bande passante. Du coup, j'en ai moins. Et puis après, dans l'après-midi, le flux de sauvegarde s'arrête, ça y est, il est fini. Ça, c'est un fonctionnement normal. Voilà. Ça, c'est le DSI du ministère de l'Agriculture, qui s'appelle Guy Duplaquet, qui m'explique à quoi lui sert Ipanema. C'est mon client qui m'explique à quoi lui sert l'outil. Donc, c'est très bien.
Et ça, c'est un scénario idéal. Pourquoi? L'équipe sauvegarde, elle a absolument besoin d'avoir ses sauvegardes croisées tous les week-ends. Donc, c'est quelque chose d'important pour eux. Seulement, les utilisateurs, le lundi matin à 8 heures, ils ont besoin de travailler. C'est aussi important pour eux. Et puis, l'équipe helpdesk qui est là pour recueillir les plaintes utilisateurs, si les utilisateurs ne peuvent pas travailler à 8 heures, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler la cellule helpdesk, ils vont dire ça marche pas. La cellule helpdesk, elle va dire c'est un problème réseau, et elle va solliciter l'équipe réseau. Et l'équipe réseau va essayer de gérer la crise. D'accord? Là, tout va bien. Les utilisateurs, ils ont la bande passante nécessaire pour travailler. L'équipe réseau n'est pas agressée, le cellule helpdesk n'a pas de plainte utilisateur, et l'équipe sauvegarde, quelque part, elle a sa sauvegarde. Elle a un petit peu plus tard, mais elle l'a quand même. Voilà. Donc là, on est dans un fonctionnement normal. Et ça arrive tous les jours. Ça, c'est un exemple facile à comprendre, mais tous les cas de figure sont envisageables. J'ai répondu en partie à votre question, là, mais pas encore. J'y arrive. Troisième module, optimiser les coûts réseau. Alors ça, c'est du commerce. En gros, on va vous faire des économies, monsieur le client. Alors c'est vrai. Mais là, on va parler plutôt de technologie. Alors comment on peut optimiser les coûts réseau? Il y a ce que proposent typiquement nos concurrents américains, qui sont à l'origine des compresseurs, donc des solutions de compression, hein, du zip par exemple, mais un peu plus que ça. Et puis en fait, il y a différents mécanismes aujourd'hui d'optimisation. Ceux qu'on va trouver classiquement, c'est la compression, ça va être des duplications, ça va être le caching, on parlait tout à l'heure des caches. Typiquement, on va pouvoir cacher, si vous téléchargez un fichier, que votre voisin télécharge le même fichier, comme je l'ai stocké dans mon cache, au lieu d'attendre 1 minute pour télécharger mon fichier qui est un peu volumineux, comme il va être dans le cache, en 2-3 secondes, il est sur mon poste. Voyez? Donc là, on ne va pas télécharger N fois le même document. On va le stocker en local, dans le cache de nos systèmes, pour pouvoir le mettre à disposition des utilisateurs qui pourraient en avoir besoin. Ça, c'est la première chose, et tout le monde le fait. Un Riverbed, un Citrix, un Bluecoat, je ne sais pas si vous connaissez ces sociétés-là, ils proposent tous des solutions de ce type-là. Et on a tous à peu près les mêmes. Quoi qu'on vous dise, entre la solution la plus performante et la solution la moins performante, il y a 10% d'écart. C'est pas très large. Après, on va vous dire, oui, mais eux, ils ont des algorithmes standards, nous, on a des algorithmes spécifiques, on a développé des choses aux petits oignons pour Mappy, par exemple, sur Exchange. C'est vrai. Seulement, le gain en termes de performance est faible. Mais c'est utile. Typiquement, ce que fait l'IGN, c'est utiliser ces technologies-là. Il y a aussi l'accélération protocolaire, que je n'ai pas évoqué parmi les mécanismes, mais voilà, on utilise un certain nombre de mécanismes selon le type de flux et selon le contexte. Deuxième aspect aussi qui permet de, quelque part, utiliser les capacités du réseau ou les exploiter à fond, et là on se distingue de nos petits camarades, c'est la capacité de tirer parti de l'Internet. C'est moins le cas en France, parce que bien souvent, en France, vous avez une passerelle Internet qui arrive directement au niveau des data centers, et donc les utilisateurs qui sont sur les sites distants passent par un site central pour accéder à Internet. Donc on peut le gérer de façon centralisée. Ça c'est vrai, mais il y a aussi des cas de figure où c'est pas comme ça. Où vous avez un réseau MPLS d'entreprise sur lequel vous pouvez accéder à vos applications métiers, hein, jusque-là tout va bien, et puis à côté vous avez une box qui vous permet d'accéder au monde Internet. Très bien. Dans beaucoup de pays, ça a un intérêt parce que c'est beaucoup moins cher. Seulement Internet, il faut pouvoir le gérer comme je gère mon réseau MPLS. Je n'ai pas les mêmes garanties que ce que me propose mon opérateur sur mes réseaux MPLS, mais ce n'est pas le même prix. Et là où on va intervenir et se différencier de nos concurrents, c'est qu'on va vous dire, bah, écoutez, on va transformer votre réseau Internet en un réseau business. Évidemment, on va le sécuriser, hein, il y a cette problématique-là. Mais à côté de ça, notre système va faire un peu comme un aiguilleur. C'est-à-dire que selon le type de flux que j'ai, selon la qualité du lien à l'instant T, je vais le faire passer à gauche ou à droite. Je vais le faire passer sur mon réseau MPLS. La voix, généralement, on va passer sur le MPLS. Par contre, du transfert d'email, ça peut passer sur Internet. Et si au lieu de mettre 1 seconde, ça met 1 seconde 2 pour avoir votre boîte aux lettres, vous n'allez pas voir la différence. Vous êtes d'accord ? Bon. Et ça aussi, ça a un intérêt important en termes d'économie. Je reprends l'exemple du Brésil. On a travaillé avec Valeo qui a installé une usine au Brésil.
Valeo, parmi leurs applications métiers, il y a Katia, c'est une application de type CAO, DAO, hein, conception assistée par ordinateur. C'est extrêmement volumineux. Ils ont des liens à 4 mégas. Quand ils balançaient un fichier Katia, ils en avaient pour la nuit. Il y en a même certains qui n'envoyaient que le week-end. Parce que ça passait, enfin, ça prenait tellement de temps à passer que, bon. Et c'est difficilement compressible. On est sur l'image, donc c'est pas quelque chose que vous pouvez réduire. Bon. Comment ils font aujourd'hui? Ils le font passer par Internet. Déjà parce que le lien est plus capacitif, ils ont à peu près 10-15 mégas sur Internet, et puis là, ça gêne pas. Ils peuvent garder leur lien MPLS pour la voix, pour la vidéo, pour leur SAP, pour tout le reste. Et tout ce qui est transfert de fichiers, ça va passer par Internet. Voilà. À un coût qui est ridicule. Une liaison MPLS 4 mégas, je crois que ça leur coûte 250 € par mois. Une connexion Internet ADSL, comme on a tous à la maison, c'est 30-35 € au Brésil. Donc on voit bien l'intérêt économique. Voilà. Ça, c'est un cas pratique. On voit pas. Alors, pour résumer, à quoi on sert? On sert à 4 choses. La première, ça c'est fondamental, c'est participer à la performance, je dirais, métier de nos clients. C'est les aider à mieux faire leur travail. Et ça, c'est important, parce que ça a un impact direct sur la rentabilité, vous le savez. Le 2, c'est assurer le succès des projets SI. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a frappé à la dernière conférence utilisateur. On fait intervenir des clients, ils montent sur scène et ils disent pourquoi ils aiment Ipanema. Alors, généralement, ils disent des choses qu'on sait déjà. Mais ce qui m'a surpris l'année dernière, enfin cette année, c'est qu'on a fait venir 3 clients sur scène. Un grand client, enfin qui est la SNCF, pour pas le citer, un client de taille intermédiaire, une société qui a à peu près 10 000 personnes, mais qui a des implantations à l'étranger, et puis une société qui est régionale, avec une 50aine de sites, où il y a moins de 1000 personnes. Et ces 3 clients ont dit exactement la même chose à un moment donné, c'est qu'ils ont dit, on a choisi Ipanema pour contrôler nos flux applicatifs, pour respecter les SLA qu'on a négociés en interne ou avec notre opérateur, enfin, les raisons classiques. Et puis surtout, ce qu'ils ont rajouté, c'est qu'ils disent, Ipanema, ça nous sert aussi pour nos projets de transformation. Alors là, je ne savais pas qu'on faisait ça aussi. Mais en fait, quand ils en parlent, ça semble effectivement très naturel. Je vais vous dire pourquoi. Je vais prendre l'exemple de Gemalto. Vous connaissez Gemalto, leader des cartes à puce. En 2012, Link a été élu l'application de l'année au sein de Gemalto, par les employés Gemalto. Le projet Link a été suivi, mais à la trace, par le système Ipanema. C'est-à-dire qu'à tout moment, on était capable de dire qui utilisait quoi et comment sur Link. Le responsable réseau, il pouvait savoir si son réseau était capable d'absorber la vidéo ou pas, le partage d'écran ou pas. Donc ils ont pu progressivement ouvrir en fait le panel des fonctions de Link parce qu'ils se sont rendus compte que le réseau était capable de l'amortir. Et quand il n'était pas capable, ils ont pu mener les évolutions nécessaires pour que le réseau soit capable de les accueillir. Résultat, ils ont pu développer la totalité des fonctionnalités de Link en moins d'1 an. Et les utilisateurs qui étaient demandeurs, bon, c'est des gens qui sont quand même assez geeks, hein, aujourd'hui font du partage d'écran, utilisent la vidéo pour discuter de leur projet. Donc c'est devenu une application extrêmement populaire au sein de Gemalto. Clairement, ce que nous dit le DSI, et je ne l'invente pas, le DSI de Gemalto nous dit sans Ipanema, je n'aurais pas réussi mon projet Link. J'ai signé avec la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines, projet de visioconférence, un investissement 10 fois supérieur à ce qu'il a mis sur la table pour acheter d'Ipanema, mais il était persuadé, ce DSI, que sans une technologie similaire à la nôtre, il n'était pas du tout certain de réussir son projet de visioconférence. Là, on joue un peu le principe d'une assurance. C'est-à-dire qu'il vaut mieux investir 1 pour sécuriser la réussite d'un projet qui vaut 10. Voilà. C'est un petit peu ça, ce deuxième point. Le troisième, comme je vous l'ai dit, on ne gère bien que ce que l'on connaît bien. Si je maîtrise mon réseau, je le gère bien et du coup, il est performant. Et il me coûte pas cher, il me coûte le juste prix. Et ça, c'est extrêmement important aujourd'hui, c'est vraiment une donnée fondamentale. Il n'y a plus un seul projet informatique qui sort pas sans une analyse ROI digne de son nom.
Le seul secteur où on ne fait pas d'analyse ROI systématiquement, c'est sur le sur le secteur public. Mais dans les entreprises, 9 fois sur 10, on fait une analyse ROI. Et il y a des projets qui ne sont motivés, comme celui de Nokia, que par la réduction de coûts. Donc si vous n'avez pas une analyse ROI qui tient la route, vous ne vendez pas. Et puis le quatrième, je vous l'ai dit, hein, c'est faire en sorte que ces projets IT soient une réussite, que les utilisateurs puissent utiliser ces technologies dans de bonnes conditions et soient productifs. On est toujours sur cette logique économique à la fin. Hein. Je ne voudrais pas vous désenchanter, mais c'est ça hein, qui fait aujourd'hui avancer les entreprises. Et ils vont investir que s'ils en retirent un bénéfice. Et c'est normal, hein, on est tous comme ça. Hein. Donc il faut à chaque fois avoir cette idée en tête, parce qu'autrement, quelque part, on n'arrive pas à vendre et donc à démontrer la valeur de nos technologies. J'en ai fini de ma présentation. Il reste 5-10 minutes. J'ai une dernière petite vidéo. Et puis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Alors, il faut que je retrouve le... Alors, ça, c'est bien. Je sais pas où il me l'a mis. Je suis un peu embêté. Bon. Ouais. Est-ce que vous avez des questions le temps que je trouve la vidéo? Allez-y, hein. Concrètement, pour la DGAC, oui. Alors, je vais vous faire un petit schéma d'architecture. Cherchez de quoi effacer. Ah, ouais, pardon. Ça ressemble à un mulot. Vous avez juste un rapide schéma d'architecture. Vous avez une console de management centralisée en fait qui s'appelle Salsa. Bon, ça c'est le petit nom, c'est une interface web dans laquelle je vais piloter mon système et définir ma politique, mes objectifs de performance. Et puis ensuite, j'ai mon réseau, comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai mon data center, et j'ai différents sites distants qui peuvent être très différents. Hein. Une usine, une agence commerciale, un centre logistique, enfin bon. Et au milieu, j'ai mon réseau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en fait une sonde ici, qui va voir tous les flux. Et c'est presque tout. C'est presque tout. À travers une sonde, on va voir tous les flux qui partent vers ces sites distants, d'accord? Si je n'ai pas des flux qui viennent de l'extérieur, comme j'ai dit, du cloud, etc., si je n'ai pas de flux maillés qui vont d'un site distant à un site distant sans passer par là, je n'ai pas besoin d'équiper mes sites distants. Je peux rester uniquement ici, et là, je pilote tous mes flux. Un exemple, le Conseil général de Saint-Denis, 180 sites distants, 2 sondes sur les 2 liens, en fait. Il y a 2 liens ici au niveau du data center, et ils télémanagent l'intégralité de leur site distant sur toutes les problématiques de visibilité et de contrôle. Voilà. Exemple d'architecture. Autre exemple, Nature et Découverte. Je ne sais pas si vous connaissez. Ils ont décidé de revoir leur façon de travailler, de présenter leurs produits, un peu comme les Apple Store. Donc quand vous y allez, ils ont parfois la tablette attachée au bras, et puis ils vous montrent une petite vidéo, etc., etc. Et en fait, leur cinématique des flux a pas mal évolué. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient une architecture de type hub and spoke, et c'était que des flux verticaux. Donc tout était géré en centrale. Aujourd'hui, ils ont des flux comme ceci, maillés. Et donc là, si j'ai rien sur le site distant, je ne peux pas les voir, je ne peux pas les gérer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met des boîtiers ici. Alors c'est pas les mêmes, hein. Je vous rassure, hein, il y a une question quand même, c'est des boîtiers adaptés. Et là, si j'ai un boîtier physique, je peux gérer les flux parce que je les vois entre mes sites distants. Voilà. Et là, on a 95% de nos architectures. C'est une sonde, une appliance, dans laquelle on voit passer tous les flux. Et si on les voit passer, on peut les gérer. Voilà. J'ai répondu à votre question? Très bien. Je m'améliore. J'avais juste une petite vidéo, mais elle dure 2 minutes, hein, donc on va respecter l'horaire. Ça va vous montrer un petit peu ce qu'on... Oui, c'est lancé.
Unified communications improve productivity, increase employee collaboration, and reduce travel expenses. What if employees don't get the quality they expect? Very often, video quality is poor and voice is glitchy, jeopardizing the entire meeting. Let's investigate what's happening on the network. With the Ipanema solution, you get an immediate overview of your applications and network performance. Let's focus on the Paris site for a more in-depth investigation. Paris's 2 megabits per second line is congested, causing a slow network. Today, 80% of bandwidth is used by non-critical applications, internet, and file backup. Application quality score for UC is low. That's why all video communications are of a poor quality. Let's prioritize applications depending on their business criticality and define a minimum bandwidth objective that will be used to regulate each user session when necessary. Once I have prioritized my applications and set their objectives, they are dynamically sent to all devices over the network for immediate use. Now, both the quality of my video conferencing and critical applications is excellent. Results are visible. I can confirm that Unified Communications quality score is optimal. Ipanema protects top and high critical applications from other hungry traffic. With Ipanema, your application performance is guaranteed and your network is always aligned with your business objectives. Et voilà. Merci, Monsieur Pierrot. Merci. Merci à vous.